Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question ni plus ni moins de The Killer, le nouveau film de ce grand réalisateur que nous connaissons tous et toutes, David Fincher. Et alors je vais le dire d'entrée de jeu, je n'ai pas vu tous les films de David Fincher. Je n'ai pas vu Panic Room, je n'ai pas vu Zodiac, je n'ai pas vu Millennium et je n'ai pas vu Manque. Mais tout le reste j'ai vu. Même cette incroyable série qui est Mindhunter et qui n'aura pas de saison 3. Comment remuer le couteau dans la plaie. Et David Fincher, j'adore son cinéma. Il n'y a pas un seul de ses films que je trouve mauvais. Il y en a certains qui m'ont plus déplu que d'autres. Je pense notamment à Gone Girl, que j'aime bien, mais je suis pas en extase devant ce film. Faudrait peut-être que je le revoie. Mais sinon, il n'y a pas un de ses films que je trouve mauvais. À part Gone Girl, il n'y a pas un de ses films que je trouve juste bon. Le reste, c'est genre très bon. Et si vous voulez savoir quel est mon David Fincher préféré, eh bien c'est tout simplement L'étrange histoire de Benjamin Button, qui est un film d'un nihilisme et un film qui me fait tellement pleurer à chaque fois que je le vois. Et donc là, en cette fin d'année, David Fincher revient avec un nouveau film disponible seulement sur Netflix, du moins en France, puisque dernièrement je suis allé en Irlande et qu'il y avait des séances de The Killer dans des cinémas en Irlande. C'est dommage qu'on n'ait pas ça en France, mais bon. Passons. Le film est d'après l'œuvre de Alexis Nolant et il est scénarisé par Andrew Kevin Walker qui a notamment scénarisé Seven. On y retrouve à son casting Michael Fassbender et Tilda Swinton dans les rôles principaux. Et alors, qu'est-ce que le film nous raconte? Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même, dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel. Hey. Et alors, on a entendu tout et son contraire sur ce long métrage. Certains disaient « Ouais, c'est un film Netflix, c'est pas ouf ». Et d'autres disaient « Au contraire, c'est pas du tout un film Netflix et c'est un nouveau très bon film de David Fincher ». Et moi, je vais choisir la deuxième option. Je ne trouve pas que The Killer est un film qui fait film Netflix. On va commencer par parler de la mise en scène, et ensuite on va parler du fond. Tout d'abord, bon ça a été dit partout, donc je vais passer très vite dessus, mais on retrouve ce côté très méticuleux, très précis dans la mise en scène, dans le cadrage, également dans le montage. Il y a des choses qui m'ont rendu complètement fou devant ma télé, en termes de montage, notamment des raccords dans l'axe qui sont mais juste parfaits, mais également des enchaînements de plans basé sur des mouvements de voiture, que j'ai trouvé mais tellement clean. On y retrouve également une photographie très soignée avec ses teintes très sépia, très verdâtres qu'on pouvait déjà avoir dans The Social Network ou encore dans Mindhunter. Et alors, moi, ce qui m'a véritablement passionné en termes de mise en scène, et c'est ce qui, pour moi, prouve que ce film n'est pas un film Netflix, dans son style, dans son image, c'est que si vous observez bien les plans, il se passe continuellement des choses en arrière-plan. Et dans les films Netflix, la plupart du temps, tout se passe au premier plan, pour que tout soit vu. Parce que c'est un format très télévisuel. Dans le flou de l'arrière-plan, tu vas toujours avoir une vie qui va se développer. Le cadre va vivre de plus en plus, soit pour donner un côté beaucoup plus grand au cadre, c'est-à-dire que parfois, t'as des plans, t'as des cadres où tu te dis « Ah, c'est quand même très serré », mais en fait non, si tu regardes l'arrière-plan, c'est très 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 étendu, et puis il y a des super lignes de fuite. Mais en plus de ça, cette vie qui va se développer en arrière-plan va développer la lumière, va la faire évoluer, et au-delà de ça, va raconter pas mal de choses. Mais en plus de l'arrière-plan, je trouve la mise en scène également très efficace quand il s'agit de filmer de l'action. Il y a une scène d'action dans le film, une grosse scène d'action, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu et vécu une scène d'action aussi brutale, qui faisait aussi mal. On sent la puissance des coups, parce que en plus de ça, au son, il se passe quelque chose. Le son de ce film est exemplaire, notamment pour ce qui est du traitement de la musique. Le personnage de Michael Fassbender va tout simplement très souvent écouter de la musique quand il effectue ses missions. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il t'explique que la musique c'est une distraction mais positive pour lui, qui permet de calmer son pouls pour mieux tirer sur des gens. Du moins c'est ce que j'ai compris. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand tu as des plans sur lui, en train de se concentrer
pour sa mission et qu'il écoute de la musique, bah t'entends la musique mais en mode son qui sort d'un écouteur. Alors que quand tu vois les personnes qu'il est en train de regarder, d'analyser, bah là la musique, tu l'entends plein pot. Et pour moi c'est super intéressant parce que ça crée un contraste entre une réalité secrète et très froide, celle de Michael Fassbender, et une réalité qui ne se rend pas compte de ce qu'il se passe et qui, pour le coup, elle, est totalement distraite. À savoir la réalité des gens qui l'observent, où là la musique est plein pot. C'est super intéressant en termes de traitement sonore. Et puis alors pour ce qui est de l'écriture, pour ce qui est de ce que le film raconte, là aussi c'est passionnant. Parce que on va suivre un personnage extrêmement calculateur, extrêmement méticuleux, qui va se retrouver dans une situation où ses émotions vont prendre le pas sur lui de plus en plus, et durant tout le film, tu vas le voir essayer de garder ce côté calculateur, méticuleux, anti-émotionnel qu'il s'est construit. Donc c'est un personnage qui a une dualité en lui-même. Et c'est passionnant de le voir essayer d'appliquer ces codes dans des situations où il n'est plus possible d'appliquer ces codes-là. Donc ça fait un personnage qui se brise de plus en plus, tout en se construisant une nouvelle personnalité, et c'est un fond extrêmement nihiliste, parce que c'est quelqu'un qui se bat pour l'existence de quelque chose en lui qui ne va plus exister au final après sa mission dans ce film qui est très particulière pour lui. C'est pour ça qu'il se répète continuellement la même phrase qu'on avait pu voir dans la bande-annonce, parce qu'il se bat continuellement, sauf que ce pourquoi il se bat ne va bientôt plus exister. Et alors, qu'est-ce qu'un être humain fait quand toute la personnalité qu'il s'est construit commence à mourir et qu'il ne peut rien faire contre cela? C'est ultra intéressant, c'est ultra riche, c'est ultra bien développé. De toute façon, c'est le gars qui a écrit Seven. Voilà. Donc c'est pas Jojo le rigolo derrière. Je veux voir un film de David Fincher écrit par Jojo le rigolo un jour. Vraiment, je veux voir ça. Et alors pour ce qui est de l'acting, j'aime beaucoup la façon dont on te rend iconique le personnage de Michael Fassbender, alors que en soi, bon, il parle beaucoup en voix off, mais durant sa mission, lui parle très peu, mais pourtant c'est un personnage qui raconte beaucoup de choses dans son regard, dans son côté extrêmement statique. Moi, il m'a vraiment traumatisé dans la scène avec Tilda Swinton, où t'as l'impression que le plan sur lui, c'est pas un plan, c'est une photo, tellement il est statique. Tilda Swinton, parlons-en, l'une de mes actrices préférées depuis Narnia 1. Et oui, je remonte très loin, qui là se voit offrir un rôle qui paraît minime, mais qui est en fait ultra important, puisque la scène avec Tilda Swinton est la scène où son personnage va totalement briser le personnage de Michael Fassbender et l'amener à l'action qu'il va faire, ou plutôt l'action qu'il ne va pas faire dans la fin. La scène avec Tilda Swinton, c'est une scène assez courte qui dure 5-10 minutes, mais en 5-10 minutes, David Fincher, en termes de réalisation, et le scénariste arrivent à te construire un personnage ultra intéressant. Avec le personnage de Tilda Swinton, toute l'histoire de l'ours est folle parce qu'elle raconte des choses en même temps sur le personnage de Tilda Swinton, en même temps sur le personnage de Michael Fassbender, et puis tu vois ces deux personnages qui, avec leur regard, voient leur idéologie s'affronter. C'est complètement fou, c'est d'une maîtrise d'écriture, de réalisation assez dingue. La musique aussi est super intéressante, avec ce côté, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui craque, quelque chose qui se mue dans ton corps. Et alors je vais finir là-dessus, je pense que si pas mal de gens sont déroutés en mode, mais ça fait quand même vachement film Netflix, c'est parce que même si Mindhunter, bah, ça a pas assez marché pour qu'il y ait une saison 3, il y a eu un avant et un après Mindhunter sur Netflix. C'est-à-dire que les films ou les séries du style de Mindhunter, sur Netflix, ont tous, après le passage de Mindhunter, emprunté les codes visuels et les codes d'écriture de Mindhunter. C'est devenu banal, ce style-là, sur Netflix. David Fincher a beaucoup plus apporté à Netflix que ce qu'on ne le pense. Il y a vraiment eu un avant et un après Mindhunter. Je vous invite à aller regarder. Donc, je pense que c'est pour ça que plein de gens sont perdus et disent « Ouais, ça fait vachement film Netflix ». Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, j'ai peut-être tort. Mais donc voilà, je pense en avoir fini avec la critique de The Killer, qui est un film que j'attendais beaucoup et qui ne m'a pas déçu. C'est même un film assez passionnant, probablement l'un des plus passionnants de l'année. Et voilà. J'ai pas su comment finir ma phrase. J'avoue que je suis assez content de cette critique. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, j'ai tenté un petit truc en termes d'éclairage.
Voilà, je sais pas si ça vous plaît, et je m'en vais côtoyer d'autres univers. Salut!